Je reviens tout juste du GR20 Sud et j'aimerais ici dans cette vidéo te donner tous mes conseils pour réussir cette aventure. On est parti du coup fin juin 2023, un groupe de 4 personnes dont 2 chiens. Tout d'abord, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est le GR20 Sud et les étapes, les refuges. Ensuite, le matériel que nous avons pris pour ce GR20. Ensuite, des astuces qui m'ont été utiles, qui nous ont été utiles pendant toutes ces étapes. Et enfin, à la fin, une partie sur comment faire le GR20 avec son chien. Alors, le GR20 Sud, c'est 90 km de randonnée sur 7 étapes officielles. C'est une partie plus facile que le GR20 Nord car il y a beaucoup plus d'ombre et beaucoup moins d'escalade. Il y a très peu de chaînes ou d'endroits où il faut vraiment escalader. Il y en a quand même quelques endroits un peu techniques, mais c'est pas la majorité du GR. Et surtout, il y a beaucoup de ces parties difficiles qui sont en option sur des variantes alpines. Alors pour rejoindre le GR20 Sud, on a deux moyens, soit l'avion, soit le ferry. Si je vous présente ici la carte de la Corse, alors le GR20 Sud commence à Visavone, ici, et il y a un petit train en fait qui traverse la Corse de Bastia à Ajaccio qui passe par Visavone, où on peut arriver soit de Bastia, soit d'Ajaccio en avion ou en ferry. Et après le sud se finit à Conca. Et du coup là on peut soit rejoindre Porto Vecchio pour prendre le ferry, soit il y a un aéroport à Figari. Concernant les étapes, alors comme je l'ai dit, on a 7 étapes. Si je refais le parcours du nord au sud, sachant qu'on peut le faire aussi du sud au nord, les deux premiers jours sont assez sympas, enfin, plutôt faciles. On arrive à Visavone. Du coup, ici, on marche, on observe qu'il y a plein de ruisseaux. Du coup, on n'est pas à court d'eau, on peut avoir seulement 1 litre d'eau. On arrive au refuge de Capanel, qui a un accès avec la route. Du coup, globalement, les refuges où il y a une route, c'est moins cher et c'est plus facile de trouver un emplacement tente. Deuxième jour, pareil, beaucoup d'accès à l'eau. Ici, on a le choix soit de s'arrêter à San Pietro, soit de monter jusqu'à Prati. Je vous conseille de faire ici, de faire la montée, la grosse montée là, de 2 heures jusqu'à Prati, parce que le troisième jour, c'est vraiment la journée la plus dure de Prati à Usiolu. Déjà de 1 parce qu'on n'a pas accès à l'eau, du coup il faut prendre avec soi minimum 3 litres d'eau. Et après parce qu'on est vraiment en haut des montagnes et il y a beaucoup de vent et c'est vraiment la partie la plus escarpée et technique du GR20. Et ici par contre on voit Prati et Usiolu, on n'a pas d'accès à la route, du coup c'est des refuges globalement plus sommaires. La nourriture est plus chère et les emplacements, il y a moins d'emplacements. Et même la nuit, il y a beaucoup plus de vent, du coup c'est moins confortable. Nous sur notre GR, en fait on s'était trompé de refuge, on pensait être arrivé à Prati mais on s'était arrêté à San Pietro. Et du coup pour faire tout, on a dû doubler du coup cette étape sur la troisième journée. Et pour arriver à 17h à Usiolu, on s'était réveillé à 4h du matin. Ça nous a fait vraiment une grosse journée. Surtout ici, on n'avait pas prévu assez d'eau entre Prati et Usiolu. On était vraiment à court d'eau, c'était pas très drôle. Donc vraiment ici, prévoyez de l'eau. Après, entre Usiolu, sur la quatrième jour, on a plusieurs choix pour dormir. Ici, on a une bergerie, on a le refuge de Matalzec qui est le refuge officiel de l'étape du Jardin ou Crochy. Je vous conseille de dormir à Crochy, vraiment ils sont super sympas. Le dîner est excellent et les emplacements tentes sont vraiment top, c'était propre, franchement je vous le conseille. Là on a du coup ici la variante classique et si vous voulez être une variante un peu plus sportive et technique, vous avez la variante alpine qui va permettre de passer directement du Ziolu à Asino. Sachant que nous on s'était arrêté à Crochy, ici entre Crochy et Asino c'était assez vite fait, on en a eu pour même pas 4 heures, on était arrivé en début d'après-midi, mais Asino c'est un refuge aussi d'altitude, on n'a pas accès de route, du coup globalement il n'y avait pas beaucoup d'emplacements, c'est pas mal de venir assez tôt, avant 17h. Et enfin ici on finit, on a beaucoup de rivières, c'est très sympa. Pour
arriver jusqu'à Ipaliri et après Ipaliri jusqu'à Conca. Sachant que ici, on passe par le village de Bavela où vous pouvez trouver des maisons d'hôtes. Et pareil, Conca aussi, vous avez des maisons d'hôtes, peut-être des hôtels, restaurants, c'est sûr. Et après, soit vous vous arrêtez à Bavela et vous récupérez Porto Vecchio au Filiari ou à Conca aussi, sachant qu'on peut avoir des navettes à Conca, mais là, faut plus se renseigner avec les refuges précédents à Ipaliri ou à Asino. Alors, concernant les refuges, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces refuges? Globalement, dans tous les refuges, on a accès à de l'eau potable dans des mini-sources pour remplir son camelbag, sa poche à eau. On a aussi accès à des mini-supérettes. Là, je vous ai présenté une photo au sein du refuge de Prochy. Du coup, on a accès à pas mal de nourriture, barres céréales, boîtes de conserve, raviolis. Aussi, on a des recharges de gaz, globalement toutes les marques. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous charger comme une mule au niveau du gaz ou de prévoir une bouteille de rab. On a aussi souvent accès, la possibilité d'acheter un peu du matériel de pharmacie, shampoing, d'hygiène aussi, savon, tout ce qui est antiseptique, pansement, pompide. Et certains proposent aussi d'acheter des lyophilisés directement. Aussi, dans tous les refuges, je crois que sauf à Crochy, on a accès à une plaque de gaz et à des casseroles. Du coup, vous pouvez emporter des petits sachets de pâtes pour manger le soir. Et aussi, dans tous les refuges, on a normalement accès à un dîner. L'inconvénient, c'est que c'est souvent blindé, surtout dans les refuges d'altitude en juin. C'est selon dispo et réservation, et il vaut mieux arriver avant 17h pour pouvoir réserver le dîner qui commence souvent à 18h30. Et dans la plupart des refuges, par contre, il n'y a pas d'internet et les cartes bancaires ne sont pas autorisées, du coup, il faudra prévoir du cash. Concernant le couchage, il y a 3 options. Tous les refuges proposent des emplacements tentes. En gros, on porte sa tente sur soi et après on se pose. Globalement, il y a toujours eu des disponibilités. J'ai jamais été à court d'emplacement tente, seulement à Asino, où là vraiment c'était un petit peu difficile. Pas mal de randonneurs vers la fin de la journée ont dû aller jusqu'à la bergerie d'Asino. Ça leur rajoutait une demi-heure, une heure de marche pour avoir un emplacement tente. Les deux autres options, c'est de louer une tente sur place. Souvent, c'est des tentes Forclaz 2 personnes fraîches. Celle-ci, elle est Fresh and Black, je crois. Et là, globalement, il y en avait souvent de dispo. On peut réserver pour être sûr, mais bon. Sinon, j'ai connu quelqu'un qui a malheureusement eu sa tente envolée dès le premier jour et il a pu faire tous les refuges en louant des tentes au jour le jour. Et enfin, à pas mal de refuges, on a accès à des dortoirs, là comme on peut le voir avec des superposés. Et enfin, les deux dernières options, c'est à Bavela et à Conca. Là, on est vraiment dans des petites villes. Du coup, on a accès à des maisons d'hôtes, voire même des hôtels, je pense. Quelque chose d'important à savoir sur le GR20, c'est qu'il y a beaucoup d'abandons. Et première cause d'abandon, je pense que ça peut être dû à la météo, en fait, parce qu'on est en haute montagne et il peut y avoir beaucoup de soucis s'il y a trop de pluie. Le terrain est quand même assez technique. Et déjà que sec, c'est difficile. Alors s'il y a beaucoup de pluie, il y a certaines parties, notamment entre Prati et Asino, ça va vraiment être quasi impossible. S'il y a trop de vent aussi sur cette partie entre Prati et Asino, ça risque d'être très compliqué, où on risque de faire toute cette partie à 4 pattes. Aussi, il peut faire trop froid ou trop chaud. Et enfin, la sécheresse, s'il fait beaucoup trop chaud et que même avec 3 litres d'eau, c'est pas suffisant, bah, ça va compromettre vraiment le GR20. C'est facile aussi d'avoir des blessures, de se couler la cheville, ce qui va complètement interrompre votre parcours. Et enfin, le dernier risque, c'est une baisse de motivation. C'est pour ça, pour toutes ces causes d'abandon, je vous déconseille de réserver à l'avance en fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est que vraiment on a pris notre tente et comme ça on était sûr de toujours avoir un emplacement tente, sauf si on arrivait vraiment tard, mais ça nous est jamais arrivé. Si on arrivait avant 17h, on avait toujours un emplacement tente.
et du coup de pouvoir un peu moduler son parcours. Si jamais on avait eu 2-3 jours de mauvais temps, on aurait pu rester au refuge ou voir un peu ce qu'on pouvait faire peut-être en dehors du GR20. Ça, parce que si jamais vous réservez tout votre parcours et qu'au jour 1, 2 ou 3 vous abandonnez, bah, vous avez perdu beaucoup d'argent. Concernant le terrain, du coup, c'est très rocailleux, beaucoup de rochers, du granit. Bon, en tout cas, l'avantage du granit, c'est que c'est vraiment assez poreux. Du coup, ça agrippe bien sur les chaussures, en tout cas sur terrain sec. On n'a pas eu de pluie durant notre parcours, du coup, je ne pourrais pas trop vous dire dans la pluie. Par contre, c'est assez abrasif, ça attaque pas mal les chaussures. Il vaut mieux partir avec des chaussures en bon état. Et après, c'est un mélange souvent de cailloux et de sable, et ça, c'est les terrains un peu les plus risqués, parce on ne sait pas vraiment à l'avance si cette pierre-là est stable ou pas, et du coup, on peut facilement glisser et se faire une cheville. Il faut faire vraiment attention à ça. Concernant le matériel, alors là, j'ai essayé de faire une liste de tout ce qui nous a été, tout ce qu'on a pris nous pour le GR20. Concernant le sac à dos, je vous conseille de prendre entre 40 et 60 litres. Souvent, la plupart des marques font des sacs à dos 50 litres plus 10 litres en rab. Une tente, ça si vous décidez de ne pas dormir, de ne pas louer la tente, c'est quand même, ça vous offre beaucoup de liberté, je vous le conseille. Chaussures de rando, basses ou mid. Du coup, si vous êtes déjà foulé la cheville, prenez des tailles mid. Sinon, si vous avez vraiment le pied sûr, que vous n'êtes jamais foulé la cheville et que vous êtes à l'aise dans le randonnée de montagne, prenez des chaussures basses. Ça va vous donner plus de liberté pour votre pied pendant le parcours. Des tongs le soir pour laisser aérer vos pieds ou même pendant la pause déjeuner. Bâtons, des bâtons de randonnée vraiment obligatoires, et prenez aussi des embouts. Parce que les bâtons classiques n'ont pas d'embout et c'est pas vraiment adapté à s'accrocher sur des rochers. En fait, c'est plus pour des terrains style de l'herbe ou de la terre où le bâton va pouvoir s'enfoncer et prendre appui. Sac de couchage. Nous, on est parti en juin avec des sacs de couchage 10 degrés synthétiques et ça a suffi. Par contre, certaines nuits dans les refuges d'altitude, style Asino, on a quand même dormi avec notre doudoune en plus sur nous pour pas avoir froid, notamment quand il y avait du vent. Du coup, ça peut, si vous êtes plutôt frileux, prendre un 5 degrés. Après, l'inconvénient des 5 degrés, c'est que ça commence à être lourd. Et après, il y a le choix entre synthétique ou plume. Plume, c'est plus léger, plus cher. L'inconvénient, c'est que si ça prend l'eau, votre sac à plume n'est plus du tout isolant. C'est un peu un risque. Nous, on a préféré prendre synthétique pour avoir l'esprit plus tranquille. Ensuite, un sac à viande pour vraiment en fait récupérer tout ce qui est transpiration, cheveux, peau et éviter de salir votre sac de couchage. Surtout si c'est en plume, en fait, normalement, ça se nettoie pas un sac de couchage, sinon ça perd en fait à chaque lavage, ça perd en capacité à retenir la chaleur. Ensuite, vous avez le choix pour dormir matelas gonflable ou mousse. Nous, on a pris les matelas gonflables, c'est quand même plus confortable. Par contre, il faut absolument avoir sur soi les kits de réparation. Decathlon en fournissent un dans la housse pour ranger le matelas gonflable. Et on l'a utilisé une fois car le matelas a été percé. Pour ça, il faut mettre le matelas gonflable dans l'eau, que ce soit sur l'eau du ruisseau. Et après, on voit tout de suite les petites bulles qui se forment au niveau de là où ça a percé. Un petit oreiller gonflable, une doudoune, la Decathlon font vraiment des super biens à 60-70 € en plume. Une veste imperméable, ça, c'est quand même bien aussi pour coupe-vent en fait. Une protection de sac de randonnée si jamais il pleut, voire même un poncho intégral. Ça, on n'en a pas eu besoin parce qu'on avait vu la météo ne prévoyait pas de pluie et il n'y a pas eu de surprise. On a juste eu un peu de pluie pendant une nuit, mais ça a duré 15 minutes et c'est tout. Une poche à eau 3 litres. Pourquoi 3 litres? Parce que vraiment sur le passage entre Prati et Asino, il vous faudra 3 litres d'eau, parce qu'il n'y a pas accès à aucune source d'eau. Une gourde filtrante bien pratique, parce que sur les autres parcours, autres que Prati Asino, vous allez pouvoir prendre seulement 1 litre d'eau dans votre poche à eau, et après à chaque source ou à chaque point d'eau, filtrer votre eau. Après, un sac à dos pliable 10 litres super léger, ça je vous montrerai après dans la slide suivante, c'est vraiment pratique pour en fait, quand vous allez prendre votre douche. En fait, parfois il n'y a pas vraiment d'endroit pour poser ses affaires. Vous rentrez juste dans une cabine de douche et il y a 2-3 attaches en haut et vous allez pouvoir mettre ce mini sac pour ranger vos affaires et pas qu'elles soient par terre en fait dans l'eau.
Et une petite sangle, ça je vous montrerai aussi après Decathlon le propose, ça va être pratique en fait pour laisser étendre vos vêtements, les laisser sécher. Après, il vous faudra un change complet, du coup t-shirt, pantalon short, l'idéal c'est d'avoir un pantalon short convertible en fait, avec un zip et les sous-vêtements. Vous pouvez prendre en laine de mérinos au niveau des odeurs, c'est quand même mieux. Maillot de bain parce qu'il y a pas mal d'endroits où on peut se baigner, chapeau, lunettes de soleil, lampe frontale, briquet, ça c'est dans les refuges pour pouvoir accéder en fait, aux plaques de cuisson à gaz. Et elles sont proposées, mais faut quand même un briquet pour l'allumer. Ensuite, il faudra votre téléphone en fait, pour avoir l'appli Visorando. Je vous en parle après, et aussi vos billets, que ce soit vos billets de ferry ou d'avion. Après, en option, on peut prendre une batterie externe et un panneau solaire pour vraiment être large au niveau de l'électricité de son téléphone. Mais sachant qu'en refuge, normalement, on a quasiment tout le temps accès à des prises électriques. Du coup, vous pouvez aussi prendre un chargeur secteur USB et câble. Il faudra du cash. Prévoyez, pour être un peu large, 400 € par semaine par personne, plus carte d'identité et carte vitale. Repas lyophilisé, nous on a décidé de à chaque fois se poser le midi pour déjeuner pendant le parcours. Du coup là on avait du coup nos repas lyophilisés plus popote, réchaud et bouteilles de gaz. Mais il y en a qui décident de seulement prendre le petit déj au refuge et de marcher jusqu'à l'arrivée en fait et de faire seulement 2 repas par jour, sachant que le déjeuner ils se contentaient de barres de céréales ou de petits trucs en plus. Au niveau de la trousse, il faut prendre avec soi une trousse de secours. Les 3 trucs qu'on a utilisés vraiment, nous, c'est les lingettes désinfectantes, des compides et des straps, notamment au niveau des pieds et des mains. Et aussi, on a eu pas mal d'éraflures au niveau des mollets, au niveau de la jambe. Prévoir aussi crème solaire anti-moustique, labello, noc, notamment labello. Il y a beaucoup de vent, du coup, les lèvres viennent gercer super vite. Noc pour les pieds. Prévoir aussi casse-yeux, boule caisse, parce que il peut y avoir un peu de bruit dans les emplacements tente. Et ça permet vraiment de s'isoler en fait, du bruit, car il y en a qui partent dès 3, 4, 5 heures du matin pour pouvoir faire une nuit complète. Les boules caisses ça aide. Brosse à dents, dentifrice, savon, serviette microfibre, mouchoir aussi, il faut en prévoir, parce que dans les refuges, on a accès à des toilettes, mais quasiment tout le temps, il n'y a pas de papier toilette en fait. C'est à vous d'aller dans les toilettes avec votre paquet de mouchoirs. Et enfin, des petits mousquetons. Ça, c'est si jamais vos vêtements n'ont pas séché pendant la nuit, vous pouvez les accrocher en fait sur votre sac et les laisser sécher comme ça. Et aussi pour faire tenir, si vous avez pris un panneau solaire, faire tenir votre petit panneau solaire. Alors globalement, tout notre matériel, c'était fort clair. Je suis pas sponsorisé ou quoi, mais c'était vraiment Decathlon. Ils proposent des bons prix, du bon matos. Les seuls, au niveau des chaussures, vous prenez pas les premiers prix, mais bon, dès les deuxièmes prix, les paires un niveau 500, ça fait très bien tout le GR20. Je crois qu'elles sont dans les 70-80 €. Au niveau du sac, là ça dépend un peu de votre morphologie. De mon côté, en fait, je sais que je suis assez sensible au niveau des hanches et j'aime bien avoir un sac avec vraiment une bonne mousse. C'est pour ça que j'ai pris le sac Deuter Air Contact. J'ai vraiment aimé l'ergonomie du sac au niveau du bas. Le maintien en bas du dos et au niveau des hanches était vraiment bon chez les sacs Deuter. J'ai pris celui-ci, le Air Contact. Decathlon propose des sacs similaires aussi en litrage 50 plus 10 dans les 100, 110, 120 €. Nous là je vous en parlais, le mini sac pliable 10 litres, pratique en fait pour mettre toutes ces affaires pour partir à la douche en fait quand vous arrivez au refuge. La première chose que vous faites c'est que vous réservez votre emplacement tente et après vous partez à la douche. L'idéal, plus vous arrivez tôt, moins vous avez à faire la queue, parce que parfois si vous arrivez vers 17h, 18h, c'est là un peu, il y a le moment de rush, et vous pouvez faire la queue pendant 1 heure pour prendre votre douche. Et avec ce petit sac, vous mettez toutes vos affaires, le savon, le change, les serviettes, et vous n'avez pas à laisser traîner ça par terre, parce que c'est pas du tout comme dans les campings où on a un petit espace au début pour poser ses affaires. La plupart du temps, c'est juste, il y a un clou planté au mur et vous pouvez poser vos affaires comme ça. La petite sangle ici à accrocher entre ces deux bâtons pour nettoyer ses affaires.
Au niveau des lyophilisés, on a beaucoup aimé les marques lyophilisées MX3. Ils sont pratiques parce que déjà il n'y a pas de sachet à l'intérieur, du coup, enfin, pour retirer en fait tout ce qui est humidité, du coup ça fait déjà moins de déchets. Et aussi on a les indicateurs de la quantité d'eau qu'on doit mettre. Ça c'est pratique parce que sur certains plats, si on met trop d'eau, ça devient plus du tout bon. Pas assez d'eau encore, c'est moins gênant parce qu'on peut en rajouter après. Et un truc que j'ai pas testé mais qui avait l'air pas mal, c'est la popote Jetboil où en gros ça permet d'être vissé en eau pro. Seul inconvénient que j'ai vu de ça, c'est que ça avait l'air assez cher, que ce soit le matos, là ici la popote, plus le réchaud, et aussi les bonbonnes de gaz paraissaient chères. Sinon le système Decathlon, les deux sont séparés et pas vissables. Il faut faire gaffe à pas que ça tombe, avoir un terrain plat, faire gaffe au vent aussi, parce que s'il y a beaucoup de vent, ça peut éteindre les flammes et aussi réduire aussi la quantité de gaz, la quantité de chaleur qui arrive sur votre popote et du coup consommer plus de gaz. Au niveau du sac de rando, c'est vraiment important de bien le mettre. Du coup, la première chose à faire, c'est vraiment de positionner son l'os iliaque, la hanche, dans le creux ici de la sangle ventrale de son sac de rando. Au niveau du poids, c'est vraiment là où le poids va être réceptionné, dans le bas du dos et dans les hanches, à 70%, et le reste sur les épaules. Vraiment, il faut voir les épaules seulement comme un support pour éviter que le sac tombe en arrière. Au niveau de la répartition des charges, il faut vraiment essayer que ce qui est lourd soit vraiment collé au dos, notamment notre poche à eau. Il doit vraiment souvent ici un endroit pour caler sa poche à eau le long du dos et du coup retenir un maximum de poids. Après ici là je vous ai mis les instructions pour bien régler son sac, mais globalement la première chose à faire au début, on desserre tout, on met sa ceinture au niveau des hanches bien comme il faut. Après, on règle les épaules pour qu'elles soient bien au niveau des omoplates. Et après, on met le reste des fixations pour essayer d'avoir un maximum de poids sur les hanches et un léger battement au niveau du dos pour que ça respire. Alors, les astuces, en bref, il y en a pas mal. Un truc qu'on pensait, qu'on nous avait dit qu'en juillet-août, c'est blindé sur le GR20, c'est vrai, mais c'est pas blindé dans les refuges en fait. En juillet-août, il y a beaucoup de familles qui sont sur les GR20, mais seulement à la journée. Or, en fait, nous, là où ça peut poser problème s'il y a du monde, c'est en refuge. En fait, s'il n'y a plus d'emplacement tente, si on est obligé de faire la queue pendant 1 heure pour faire sa douche, c'est moins drôle. Mais les refuges sont le plus blindés en juin. Du coup, ça peut valoir le coup de partir début juillet, je pense. Si je devais refaire le GR20, je pense que je partirais début juillet pour garder quand même une température pas trop élevée et un bon ensoleillement. Parce qu'en août, là, il peut commencer à faire chaud, même en altitude. Il faut savoir qu'on perd environ 2 degrés pour chaque 100 mètres qu'on prend de hauteur. Ou à 1000 mètres, ce qui est un peu le départ à Visavone, on perd 10 degrés par rapport aux côtes, ce qui est vraiment agréable. Au niveau de l'organisation des jours, je vous conseille d'avoir quelques jours en rab pour, si jamais il y a du mauvais temps, beaucoup de pluie, pouvoir rester au refuge et éviter de se mettre en danger. Et je vous déconseille de doubler les étapes. En fait, faites-le seulement si vous êtes sûr que ça va le faire. J'ai vu beaucoup de randonneurs vouloir essayer de doubler, tripler. Déjà, ils se mettent en danger au niveau des accidents, en fait, parce que plus la fatigue monte, plus le risque de se blesser augmente. Surtout, ça commence à devenir problématique quand c'est des refuges de haute montagne où la seule façon d'être évacué, c'est en hélicoptère. Et aussi moralement en fait la plupart des gens qui se sont dit je vais le faire vraiment en 1 semaine, ils ont booké leur avion pour l'aller et le retour, ils n'ont pas vraiment aimé leur expérience en fait. Ça a été vraiment un calvaire et certes sportivement ils ont fait une performance mais ils ont pas apprécié leur randonnée quoi. Du coup on est vraiment, là, le GR20 c'est vraiment un endroit magnifique, il faut profiter du paysage, c'est dommage de se gâcher ça pour vraiment la perf. Aussi, prévoyez de tester votre matériel sur des randonnées de 2 ou 3 jours. Notamment, il faut savoir si les chaussures sont bien adaptées, mais faire en sorte que les chaussures soient bien adaptées à son pied.
Et aussi tester sa tente, voir tout ça. Sur des randonnées de 2 ou 3 jours, notamment il y a plein de randonnées en France très sympas. Donc, ce qu'on avait fait, c'était la randonnée des volcans d'Auvergne, la boucle des Dômes en 2-3 jours qui nous a permis un peu de tester notre matériel parmi d'autres petites randonnées. Aussi pendant votre GR20, en fait, il y en a qui font dans le sens nord-sud, c'est le sens le plus courant. Il y en a aussi qui le font dans le sens sud-nord. Bon, déjà, si vous faites ce parcours-là au niveau du sud, les premiers jours vont être rudes parce que c'est vraiment de la grosse pente et il fera très chaud. Du coup, au niveau de l'eau, là, prévoyez bien 3 litres d'eau. Mais je veux vous dire ça parce que dans les deux, enfin, vous allez rencontrer des randonneurs qui viennent de votre refuge et qui vont faire le parcours que vous allez faire. Et du coup, ça peut vous permettre de récupérer des informations précieuses sur l'eau, sur les refuges. C'est comme ça qu'on nous a conseillé vraiment d'aller au refuge de Crochy parce que la nourriture était vraiment top et on ne le regrette pas parce que c'était vraiment un super spot pour passer la soirée. Aussi, au niveau du parcours, du coup, tout le parcours est balisé avec avec des lignes blanches et rouges pour indiquer le GR. Par contre, si jamais on se trompe de chemin, en fait, sur la plupart des randos, il y a une croix qui nous indique qu'on n'est pas sur le bon chemin. Là, sur le GR20, j'ai jamais vu une croix, ce qui fait qu'on peut facilement en fait perdre le parcours, notamment quand on est en hauteur. En fait, on doit parfois traverser la crête et en fait, en face de soi, on voit un chemin. Du coup, on se dit que c'est le bon, mais en fait non. Il fallait vraiment tourner tout de suite à gauche en fait pour récupérer le GR. Et du coup, c'est pratique d'avoir sur son téléphone l'appli Visorando avec l'abonnement, prendre l'abonnement avec la carte IGN, je pense que ça coûte 20 € par an, et de télécharger en fait avant d'arriver en Corse toutes les cartes. En fait, on télécharge des carrés, plein de carrés pour avoir toutes les cartes du GR20. Et en fait, c'est pratique parce que même si on laisse son téléphone en mode avion qui prend pas beaucoup de batterie, et ben on va pouvoir voir exactement où on est sur la carte IGN et si on est sur le bon chemin. Et si jamais on s'est trompé, on le voit assez rapidement. Quand on commence à plus voir de marquage GR20, c'est qu'on s'est planté. Ben, rapidement récupérer le bon chemin. Au niveau du matelas, comme je vous l'ai dit, si le matelas gonflable est troué, le mettre dans l'eau, même l'eau, enfin, il n'a pas besoin d'être complètement immergé, mais juste de laisser passer de l'eau. Et en fait, en le gonflant le matelas à bloc, en fait, on va rapidement voir des petites bulles ou au bruit, en fait, là où c'est percé. Et du coup, après, mettre une petite rustine. Il y en a une dans, comme je l'ai dit, le sac de rangement du matelas gonflable, mais sinon, vous pouvez en acheter en rab. Aussi, durant le GR20, il n'y avait pas de rosée ou d'humidité pendant la nuit ou le matin. Du coup, on peut vraiment laisser sécher ses vêtements toute la nuit. Il faut juste faire gaffe s'il y a beaucoup de vent, en fait. C'est ce qui nous est arrivé à Asino. On a eu un mini orage. Bah là, il faut que les vêtements soient quand même bien accrochés ou sinon les rentrer directement. C'est un truc assez con, mais pensez à ranger le réchaud dans la popote et pas dans deux endroits séparés. Ça permet surtout que le réchaud, ça peut abîmer vos autres affaires. Si vous voulez connaître la quantité de gaz restante dans les bouteilles, bah, il suffit de la mettre dans l'eau en fait et la ligne de flottaison va vous indiquer combien de gaz il reste. Si je vous conseille de mettre de la NOC, en fait, c'est une pommade anti-abrasive sur vos pieds ou tous les autres endroits où il peut y avoir des frottements, les hanches, les épaules ou enfin, si vous avez des jambes fortes entre les cuisses pour éviter en fait tout ce qui est ampoule. Le fait de le mettre tous les jours pendant une semaine, ça va vraiment aider par la suite pendant le GR à éviter les ampoules. Clairement, je l'ai fait au niveau des pieds et j'ai eu aucune ampoule pendant tout mon GR20 Sud. Pour ranger son sac de randonnée, il n'y a pas besoin de le plier vraiment en mode en rouleau. En fait, il suffit juste de le bourrer à l'intérieur, même ça aide à éviter de créer des plis en fait qui vont laisser passer le froid. Et au niveau de votre short ou pantalon, je vous conseille d'avoir des poches zippables. Comme ça, les deux choses vraiment à pas perdre dans le GR1, c'est votre téléphone et votre portefeuille avec full cash. Avec des poches zippables, vous êtes quand même beaucoup plus serein sur le fait de ne pas le faire tomber. Ensuite, petit point sur randonnée avec son chien. Du coup, on était deux couples d'amis avec chacun notre chien. De notre côté, on avait un lévrier Whippet de 1 an et 2 mois et nos amis un berger américain de 2 ans. On a vu beaucoup de chiens de berger sur le GR20 Sud et globalement c'est les chiens les plus adaptés parce qu'ils sont vraiment endurants et ils ont un poil en fait qui leur permet de bien tenir le froid qu'il peut avoir pendant la nuit.
Mais bon, avec notre lévrier Whippet, on a pu le faire. Il était déjà assez entraîné au niveau de la rando. Par contre, on n'aurait pas pu le faire, je pense, 2 semaines. Au bout d'une semaine, il était vraiment claqué. Déjà, rien que pour arriver en Corse, bah, avec un chien, globalement, il n'y a pas beaucoup d'options en fait, parce que vous êtes forcé de prendre le ferry. Vous pouvez arriver en Corse depuis le ferry depuis Bastia ou Ajaccio, et après en fait récupérer le GR20 il y a un train en fait qui fait Bastia Ajaccio et qui passe par Visavone. Vous pouvez y aller en avion, mais bon, enfin, je sais pas comment vous faites après avec la grosse cage. En fait, une fois qu'on arrive avec la grosse cage, sachant que c'est pas le même point de départ et d'arrivée, il faudrait trouver un endroit où stocker la cage et trouver un moyen de déplacer la cage du point de l'aéroport de départ à l'aéroport d'arrivée, ce qui semble vraiment galère. Du coup aussi il faudra prendre votre tente obligatoirement. Là vous n'avez pas le choix de louer une tente ou de dormir en refuge, c'est pas accepté. Pareil pour le dîner, les chiens sont pas acceptés, du coup il faudra qu'au niveau de la solitude le chien soit ok à rester au moins 2 heures seul. Pour renforcer les coussinets, euh, on a appliqué en fait du Solipat, c'est une sorte d'acide qui va permettre de renforcer les coussinets. On l'a mis tous les jours pendant une semaine et on n'a pas eu de blessures majeures sur les coussinets et c'est vraiment bien parce que enfin, il n'y a que du granit et c'est quand même assez abrasif pour les pattes, pour les semelles de nos chaussures. Du coup, on a vraiment été content de ça, de ne pas avoir trop de dégâts. On a eu des légères coupures, mais rien qui nécessitait en fait, d'arrêter le GR. Si on nous a conseillé, bah, forcément s'il fait chaud, de vraiment mouiller son chien ou même carrément mettre une serviette mouillée sur son dos. Là, c'est plus pratique si le chien a un harnais, en fait, de pouvoir l'accrocher directement sur le harnais. Le chien doit pouvoir suivre globalement sans longe, parce qu'avec les longes sur le GR20, ça risque d'être dangereux en fait. La longe risque de se bloquer partout. Du coup, il faut vraiment que le chien puisse suivre sans longe au suivi naturel en fait. Votre chien doit aussi être ok pour dormir en tente et ne pas faire de bruit à chaque fois qu'un randonneur passe à côté, parce qu'il y en a qui arrivent tard et qui partent très tôt à 4h du matin. Si à chaque fois le chien aboie dans la tente, ça va être un enfer pour tout le monde. Et aussi, on a croisé plus vers la fin du GR20 Sud des vaches et des cochons sauvages. On va voir s'il réagit bien et s'il n'attaque pas les animaux sauvages. Et concernant le matériel supplémentaire pour partir sur le GR20 avec son chien, il faudra prendre toutes les croquettes en fait. 7 jours de croquettes. Pour notre pipette, ça faisait 3,5 kg supplémentaires. Ce qui fait qu'on est parti avec de mon côté un sac de 17 kg et ma compagne un sac de 15,5 kg avec 3 litres d'eau chacun. Ça fait quand même un poids assez conséquent. Une gamelle en tissu pour mettre les croquettes. Ah oui, aussi les croquettes, je vous conseille de les mettre dans des rations sous vide pour tous les jours de rando, les 7 jours de rando. Ça, au moins, vous savez exactement ce qui vous reste et ce qui doit être mangé dans la journée. Une gamelle en tissu, une bouteille chien, ça c'est la bouteille que nos amis avaient et c'est vraiment pratique en fait pour donner de l'eau à son chien et pas perdre d'eau en fait. Parce que si jamais on utilise une gamelle, on met beaucoup d'eau et finalement il n'a pas soif, on se retrouve à devoir jeter de l'eau, ce qui peut être vraiment pénible sur certains parcours. Bon, il faut savoir que en dehors de Asino, du parcours Prati-Asino, il y a des sources d'eau partout. Toutes les heures ou au moins toutes les 2 heures, on a accès à un point d'eau, ce qui permet de laisser les chiens boire et de mettre de l'eau sur leur poil si jamais il fait vraiment chaud. Si vous prévoyez collier harnais, un harnais avec une poignée, ça peut être pratique s'il y a des passages un peu compliqués, de pouvoir le tenir en fait et de le bouger, notamment en haut sur le passage encore Prati-Asino. Parfois il faut passer des rochers vraiment très grands et du coup le fait d'avoir un harnais et de pouvoir le soulever comme ça, c'est vraiment pratique. Sac à crotte pour les endroits où on est en ville ou si jamais il y a une crotte en refuge. Des bottines, ça c'est vraiment aussi important d'en prendre au moins 2. Si jamais le chien se fait mal au niveau des coussinets ou des pattes à côté, pouvoir mettre les bottines et qu'il soit aussi confortable à marcher avec des bottines pour protéger ses pattes. Prévoir aussi une crème cicatrisante style Tiffen ou Dermaflon pour protéger en fait tout ce qui est blessure
et éviter que ça s'infecte en fait avec une couche grasse, que ce soit, enfin notre whippet, surtout qu'il a le poil court, du coup il a été pas mal griffé sur les pattes arrière. Du coup on en a mis beaucoup et aussi au niveau des coussinets aussi de la patte arrière. Après les trucs en bonus, pour notre whippet, on avait prévu en fait une sorte de mini sac à dos aux sangles pour le porter sur le dos et ça a été vraiment pratique en fait. Il y a 200 mètres entre Prati et Asino qui sont très très techniques où vraiment on a l'impression de traverser une digue de port et il y avait aussi beaucoup de vent et du coup vraiment là notre chien était KO pour faire cette partie, il avait vraiment pas envie de la faire. Du coup là on l'a aidé un peu, j'ai fait le premier passage, j'ai posé mon sac, je suis revenu et là je l'ai porté avec les sangles. Ou même aussi là sur cette partie être à deux c'est quand même pratique pour pouvoir faire cet aller-retour. Une veste aussi la nuit il peut faire froid dans les 10, moins de 10 degrés avec le vent. Du coup selon, enfin notre whippet il avait clairement pas le poil pour ces températures, du coup une petite veste supplémentaire et aussi en théorie, sur le ferry, ils peuvent exiger de voir le passeport pour savoir si le chien est bien vacciné, ce qui est en théorie obligatoire. Nous, on ne nous l'a pas demandé, mais on l'avait quand même pris. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un max d'informations dans cette vidéo. Et je vous souhaite un très bon GR20 Sud. Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions ou même des retours d'expérience ou je sais pas, des choses, vous n'êtes pas d'accord, ça peut être intéressant de débattre là-dessus dans les commentaires. Merci.